Paresse et gourmandise, qui ouvrent cette série ce matin, ne sont pas toujours liées entre elles. Explorons donc ces deux notions. Ce sont des comportements, paresse et gourmandise, qui évoquent tous deux un relâchement, un laisser-aller, des envies de ne plus écouter les injonctions sociales qui valorisent énergie et contrôle alimentaire, une transgression en quelque sorte. Cependant, le paradoxe est que dans une certaine mesure, l'idée d'un lâcher-prise, comme on dit souvent en ce moment, est également valorisée par notre époque. Accepter de temps en temps de manger selon ses envies, voire de dormir quand tout le monde travaille, voilà qui pourrait passer pour une vertu à la mode. Cependant, celles et ceux qui s'y adonnent savent bien que reste là-dedans un parfum d'interdit. Le vice n'est pas loin. Alors explorons tout cela, paresse et gourmandise, y compris la question de savoir si ces deux notions marchent toujours ensemble ou bien si leurs univers sont malgré tout disjoints. Bonjour Adrien Klent. Bonjour. Vous êtes écrivain, auteur en particulier aux éditions Le Tripode de deux romans, Paresse pour tous et La vie est à nous. Bonjour Carlo Sola. Bonjour madame. Vous êtes philologue, historien de la littérature, professeur émérite du Collège de France à Paris. La question des vertus vous intéresse. Vous avez publié sur ce sujet 2 livres aux belles lettres. On peut aussi lire de vous chez Payot et Rivage en poche, un ouvrage intitulé En pure perte. Le renoncement et le gratuit, c'est peut-être un chemin déjà vers la question de la paresse, car cette question vous intéresse aussi. Vous nous parlerez tout particulièrement du roman russe Oblomov, publié en 1859 par Ivan Gontcharov, qui met en scène un personnage désœuvré qui finit par renoncer tout à fait à sortir de son lit. Et bonjour Valentin Husson. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie au lycée Couffignal à Strasbourg et puis chargé de cours à l'université de Strasbourg. Avec vous, la gourmandise sera disséquée. Vous êtes l'auteur aux presses universitaires de France d'un essai intitulé L'art des vivres, une philosophie du goût. Et dans le hors-série de Philosophie Magazine qui vient donc de paraître sur les vices et dont j'ai parlé, on vous retrouve, Valentin Husson, attablé autour d'un repas pantagruélique. Eh bien, en votre honneur, voici un premier extrait sonore qui célèbre Rabelais. Amis, voici ce que j'appelle festoyer. Depuis que nous avons débarqué en Utopie, encore n'avais-je fait si bon repas. Par le ventre saint quenet, nous avions durant la traversée mangé assez de viande salée. En grand besoin étions-nous de venaison. Le vin ne manque point. Il le fallait pour célébrer notre victoire sur les 660 chevaliers que nous avons tous déconfits sur la plage. Et fait brûler pour rôtir nos viandes et mets bien arrosé de vinaigre. Hormis un que nous avons gardé comme prisonnier. Plût à Dieu que chacun de vous eût au menton 2 paires de sonnettes de sacre, et que j'eusse au mien les grosses horloges de Rennes, Poitiers, Tours et Cambrai. Quel carillon nous donnerions au remuement de nos badigouinches. À tout levreau, il faut son pot. À toute bécasse, son coup de grâce. Allons, enfants, c'est trop musé ici à la viande. Les grands banqueteurs ne font point bouffer d'armes. Il n'est ombre que d'étendards. Il n'est fumé que de chevaux, éclectique de cuirasses. Il n'est ombre que de cuisine, fumé que de pâté et cliquetis que de table. Et vous venez d'entendre l'extrait d'une adaptation de Pantagruel, ce roman, le premier d'ailleurs, de François Rabelais, paru en 1532. C'était sur France Culture le 17 juin 1959 avec Robert Murzot dans le rôle de Pantagruel. Valentin Husson, le relâchement gourmand dans la version rabelaisienne, qui est un peu la vôtre. Vous avez fait paraître dans ce hors-série de Philosophie Magazine un texte sur votre repas pantagruélique lors de l'interview. Ce relâchement gourmand est plein de vie, plein d'énergie. La gourmandise, est-ce la vraie vie pour vous ?
Ah, la gourmandise, c'est la vraie vie. Je voudrais d'abord parler un petit peu de philosophie et replacer cet art des vivres dans l'art des vivres tel que la philosophie le pense. La philosophie, tout un pan de la philosophie, et assez massivement, est un ascétisme. C'est-à-dire que l'art des vivres, ou la sagesse philosophique, c'est de se contenter de peu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Épicure. Le plaisir est la fin et le commencement de toute vie, mais il faut simplement s'en tenir au plaisir simple et nécessaire. Rabelais, c'est pas du tout ça. Rabelais, c'est un éloge du bon vivant, ou peut-être même du jouisseur, quand on entend cet extrait-là. Le vin coule à flot, les mets, les viandes, pour fêter cette victoire et cette bataille. Après une bataille où le sang a beaucoup coulé, 660 Ouais, chevaliers ennemis ont été vaincus. Donc c'est aussi se sustenter après une indéniable brutalité militaire. Ça aussi, c'est une façon de dire qu'il y a de tout dans la vie. Il y a du sang qui coule et puis après, il y a des jus de viande qui coulent. Oui, absolument, il y a même un lien. C'est-à-dire que cette cruauté de la guerre, on le retrouve dans le cru, dans le sang de la viande, vous l'avez dit, dans quelque chose d'une gourmandise qui, oui, qui est du côté de la crudité de la vie, mais dans ce cas-là de plus mordant. On dévore la vie. Je veux dire, les métaphores dans la langue française à l'égard de ça, l'appétit de vivre, dévorer la vie, jouir de la vie, il y a une sorte de violence. Je rappelle d'ailleurs à ce titre que violence, ça vient de vie. Il y a le terme vie dans violence. Donc inévitablement, cette violence de la vie, cette vitalité de la vie ne se fait pas sans une certaine cruauté de vivre. Et ce bien vivre cru, rabelaisien. Bon, d'abord, j'ai une question. Est-ce que vous faites une différence, du point de vue des adjectifs souvent employés, entre gargantuesque et pantagruélique? Ce sont évidemment deux références à Rabelais. Le Gargantua de Rabelais a paru à peu près 3 ans après son Pantagruel. Non, alors je ne fais pas à titre personnel de distinction stricte entre pantagruélique et gargantuesque, mais en tous les cas, ce que vise Rabelais dans un esprit très français, puisque c'est devenu des noms et des adjectifs, il y a une gourmandise qui est pas simplement du côté du bon vivant, mais du côté de la jouissance, c'est-à-dire pas simplement du côté de la dégustation, mais aussi du côté de la dévoration. On revient à cette crudité de l'existence, et cet esprit de jouisseur, c'est quelque chose qui, à l'époque de Rabelais, est, comment dirais-je, extrêmement corrosif. On est dans une époque très instituée avec l'Église qui gère les affaires et administre les affaires du monde. On est aussi dans une époque où la philosophie est un ascétisme, et voilà un écrivain. Vous remarquerez que c'est toujours les écrivains qui sont du côté de la jouissance et de la gourmandise, jamais véritablement les intellectuels et les philosophes. C'est très intéressant de le souligner et de le rappeler. Et vous avez donc un écrivain qui vient un petit peu déranger cette époque-là et rappeler que la vie est aussi faite de plaisir et de nourriture terrestre et pas simplement de nourriture céleste. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la conscience écologique qui nous incite à la sobriété, notamment dans la consommation de viande, mais pas seulement, euh, est une nouvelle maîtrise morale, un peu gênée par la vie et ses outrances, une sorte de carcan que vous seriez amené finalement à critiquer au même titre que vous venez de critiquer tout un tas de traditions philosophiques ou politiques. Non, je différencierais deux choses. D'une part, l'écologie et d'autre part, une sorte en effet d'hygiénisme actuel où le sport est glorifié, où la santé est sanctifiée. Mais alors, comme je dis souvent, manger sain ne fait pas nous des saints. Et je ne vois pas en quoi la santé devrait être sanctifiée davantage que la bonne vie. La sobriété telle qu'on la pense d'un point de vue écologique, et j'ai écrit sur la question de l'écologie et de l'écologie politique, on peut très bien la penser en termes de sobriété heureuse. Et Oui, ce enfin, bonheur-là... il y a quand même beaucoup de jus de viande dans votre, Ah oui, absolument. dans votre Mais, histoire. mais attendez, c'est vrai que je suis, on pourrait dire un viandard, mais j'aime aussi les légumes. Et je veux dire par là que on peut tout à fait repenser notre rapport à la nature en inventant une cuisine légumière. Il y a beaucoup de chefs désormais Je qui suis inventent une étonnée quand cuisine même de ce que légumière. vous dites parce que vous avez
une simplicité critique à l'égard de toute une tradition philosophique qui prône la sobriété. Et je vous trouve bien retenu sur notre époque, qui a aussi son discours de la sobriété, de comment on dit l'orthodoxie alimentaire, comment on Ouais. dit l'ortho. Il y a un mot pour ça. Oui, oui. Enfin, oui, il m'échappe à l'instant. Mais je pensais franchement que vous feriez de ce micro une tribune contre notre ère du temps. Ah mais quand je dis que la possibilité de la cuisine légumière, c'est la possibilité d'une cuisine gourmande, je reste un grand gourmand et je reste un bon vivant en disant cela. Je veux simplement pas opposer la nécessité d'une écologie politique et d'un autre rapport à la nature et véritablement, en effet, un hygiénisme où, si vous voulez, on glorifie le sport comme si c'était quelque chose qui nous renseignait davantage sur la santé d'un individu que son rapport à la nourriture. Si vous voulez, pour vous le dire autrement, d'une manière un peu plus provocante, moi je ne trouve pas que le jogger soit plus sain que le bon vivant. Après quoi court celui qui fait du jogging, peut-être après sa culpabilité d'avoir trop mangé ou d'avoir trop fait la fête, on arrive aux fêtes de Noël. Est-ce que psychiquement il est en meilleure santé que le bon vivant? Peut-être qu'il est en meilleure santé physiquement, mais psychiquement, je ne sais pas. Vous savez que beaucoup de gens font du jogging pour pouvoir beaucoup manger après. Oui, c'est vrai, mais voilà, donc c'est après peut-être Oui. la culpabilité qui court Voilà. le jogger. Mais je crois quand même qu'il y a là une différence dans votre... J'entends quand même un ton assez critique vis-à-vis des règlements alimentaires de notre temps chez vous, peut-être pas là immédiatement, mais dans vos textes. Quant à vous, Adrien Klein, vous travaillez sur la paresse. Alors j'ai l'impression que vous êtes un peu sur des fronts différents. Il est quand même assez clair que la sobriété écologique va un peu réduire nos variétés de nourriture. Je crois que vous en êtes d'accord, Valentin Husson. C'est peut-être un peu modérer nos gourmandises. En revanche, ce que vous dites, Adrien Klein, c'est que la sobriété écologique plus l'envie de vivre différemment, ça va être le royaume de la douce paresse. Et c'est bien comme ça. Oui, bien sûr, c'est la complexité et la beauté du mot paresse. C'est-à-dire qu'il est vraiment polysémique et il est chargé pour beaucoup d'un cortège, j'allais dire un cortège d'ombre très négatif, alors que ce que je fais dans mon roman, à la suite évidemment de Paul Lafargue, c'est de revenir au droit à la paresse comme une valeur positive, en fait, la paresse comme une valeur positive. Et d'ailleurs, Lafargue, en fait, je pensais à ça quand on écoutait Rabelais, mais Lafargue, justement, cite Rabelais comme un de ses prédécesseurs, ce qui est très étonnant, puisqu'en fait, on ne ferait pas de lien immédiat entre Rabelais et Paul Lafargue, qui, lui, était sans doute pas un grand ripailleur, mais justement, dans Le droit à la paresse, il dit ça, il cite Rabelais, et d'ailleurs, Cervantes, il met en parallèle Rabelais et Cervantes. Il dit, ils nous font venir l'eau à la bouche avec leur peinture de ces moments de ripaille. Et Oui. donc, il voit en effet la ripaille comme quelque chose de positif, justement, parce que c'est aussi avoir le temps, en fait. Faire la fête, festoyer, c'est aussi s'autoriser à avoir du temps, un temps où on ne sera pas en train de travailler. Donc, il y a un lien évident, là, entre... je dirais cette injonction ou plutôt cette non-injonction à obéir au cadre productif de la société, donc par la gourmandise et la paresse. Mais pour maintenant répondre précisément à votre question, la question justement de la sobriété, moi je suis tout à fait d'accord avec Valentin, c'est-à-dire qu'il faut trouver une articulation entre le fait d'être dans moins de production, mais en revanche de mieux profiter des choses. On sait très bien par exemple qu'un repas... convivial sera plus agréable qu'un repas en tension avec les mêmes aliments. Donc la question justement du cadre psychique dans lequel on se met avant de commencer son repas, par exemple, joue. Donc en effet, être détendu, donc moins travailler, puisque c'est tout l'objet moi de mon projet dans ce roman, c'est aussi mieux profiter des choses. Donc voilà, moi je fais aussi l'articulation entre une sobriété individuelle, où en effet on a plus de temps libre, donc du coup on va peut-être mieux profiter des choses sans forcément être dans un besoin de surconsommation, quoi. Cette question de la consommation, c'est aussi un peu un impensé de nos sociétés. On est quand même dans une surconsommation générale, quelle qu'elle soit. Je veux dire, surconsommation d'informations, surconsommation d'objets, de services, etc. On est saturé, en fait, par les objets et par les services. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qu'on pourrait réinterroger, ce qui ne veut pas dire qu'on ne sera pas gourmand. Quand il citait, Valentin, les chefs cuistots qui font des choses à partir des légumes, il y a eu une réinvention, par exemple, d'énormément de choses qui ne se faisaient pas ou très peu.
Et en effet, de redonner aux légumes une puissance gustative sur laquelle on n'aurait pas parié. Je veux dire, personne n'aurait envie de manger des rutabagas comme ça spontanément. Mais si tout d'un coup, quelqu'un en fait quelque chose d'incroyable, alors la rutabaga prend une dimension qui est tout autre. Donc voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait d'impossibilité entre le fait de jouir, on va dire, de la bonne chair. Alors simplement, oui, sur la viande, il va falloir renoncer au bœuf, parce que ça, on sait vraiment que c'est pas bon d'un point de vue de bilan carbone. Mais voilà, il y a plein d'autres possibilités. Et en effet, manger de la viande, peut-être moins souvent, mais en revanche, bien la manger, bien la cuire et bien en profiter, c'est pas exactement la même chose que d'en manger tous les jours dans des barquettes de supermarché. Donc voilà, il y a... Alors la paresse pour vous, on va revenir à votre paresse. Adrien Klein, je dirais votre paresse théorisée et mise en roman, les deux, puisque votre personnage, dans l'un de vos ouvrages qui s'intitule Paresse pour tous et qui est un roman, votre personnage Émilie Long lit Paul Lafargue, son livre de 1880 qui est un éloge de la paresse, qui est en fait un prolongement d'arguments qu'on a trouvés dans la Révolution de 1848 déjà pour tout simplement pour réduire le travail des gens. Enfin, même pour les enfants, c'était des journées épouvantables. Et évidemment, c'était une provocation de la part de Lafargue de dire qu'il faisait l'éloge de la paresse. Vous, c'est la même chose. C'est d'abord un enjeu, je dirais, économico-politique, puisque vous pensez, à travers votre personnage, qu'on pourrait ne travailler que 3 heures par jour, que ce serait bon et pour la planète, et pour nous, et apparemment, même pour notre niveau de vie. Vous n'envisagez pas que nous ayons beaucoup moins de choses à consommer à table, notamment, mais pas seulement. Alors, déjà, Lafargue rappelait que lorsqu'il écrit Le droit à la paresse, vous avez tout à fait raison, c'est une provocation, mais c'est aussi une provocation contre ses amis de gauche qui, lors des mouvements de 1848, réclamaient un droit au travail. Et en fait, cette demande du droit au travail, elle était pour la gauche de l'époque, pour la gauche révolutionnaire de l'époque, c'était en fait un droit aussi à la subsistance. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que... c'était les débuts de l'exode rural. Les gens arrivaient en ville, cherchaient du travail. Et en fait, s'ils ne trouvaient pas de travail, ils étaient vraiment dans la misère. Donc le droit au travail, c'était en fait un droit au salaire, en réalité. Et Lafargue, qui est à la fois très provoquant, mais à mon avis aussi très en avance sur son temps, dit, mais attention, en fait, arrêtez de réclamer le droit au travail. Ce qu'il faut, c'est demander le droit à la paresse. C'est-à-dire que il faut en effet assurer la subsistance des gens, mais non pas par le travail, par le minimum de travail. Et en fait, c'est lui qui, le premier, pose cette équation des 3 heures par jour. C'est-à-dire, il dit, voilà, en fait, bien sûr, on continuera à travailler un petit peu, mais simplement pas plus que 3 heures par jour. Évidemment, à l'époque où les journées de travail sont au moins de 12 heures, où les enfants, en effet, travaillent, etc., ça apparaît comme extrêmement provoquant. Mais l'histoire lui a donné pour une part raison, puisqu'en effet, on a quand même diminué petit à petit, tout au long du XXe siècle, la durée légale du temps de travail. Et moi, dans mon roman, en effet, le personnage qui est un économiste, qui donc incarne quelqu'un de très raisonnable, justement, qui n'est pas dans la provocation, mais qui est vraiment quelqu'un de sérieux, qui a eu un prix Nobel parce qu'il a travaillé sur la question de la productivité, il a travaillé sur des gros, ce qu'on appellerait du data maintenant, sur la question du temps de travail dans plein de pays, etc. Il a produit un contenu intellectuel, voilà, qui lui a fait recevoir le prix Nobel. Et donc, en fait, il décide de sortir un livre un peu provocant qu'il appelle Le droit à la paresse au XXIe siècle, où il va défendre justement d'un point de vue politique, c'est-à-dire pour l'ensemble de la société, le droit à la paresse. Non pas individuel, mais collectif. C'est-à-dire collectivement, on va réussir à faire une société nouvelle où on travaillera moins, on produira peut-être moins, mais en revanche, on aura toute une série d'avantages par cette baisse de la production. Et c'est ces avantages-là qui feront qu'à la fin, on sera tous gagnants, en fait, collectivement. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisanteries, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste, un peu trop idéaliste, qui répète sur tous les tons, à quoi bon. Et l'aquaboniste de Jane Birkin, elle chante là en 1978, va nous permettre d'aborder un autre aspect de la paresse. Car pour l'instant, Adrien Klein et Valentin Husson, vous étiez d'accord, gourmandise et paresse sont des manières de vivre plus intensément, sont pleines de vitalité. Et on s'en accommodera au moment de la sobriété devenue nécessaire. On réussira peut-être même mieux qu'avant, ça n'a pas l'air de vous inquiéter, ni l'un ni l'autre, bien au contraire.
Quant à vous, Carlo Ossoma, je vous mets un peu dans cette position très différente, qui est celle de nous parler d'un héros de roman qui s'appelle Oblomov. C'est le roman de Gontcharov de 1859, et on ne peut pas dire qu'Oblomov soit dans la vitalité. Il est paresseux, mais c'est une paresse qui est très différente de celle célébrée par Paul Lafargue et désormais par Adrien Klent. Oui, je crois qu'il faut partir de cette question. Pourquoi agir? C'est la question la plus simple. Pourquoi agir? Oblomov pense que finalement, quand il rentre à Oblomovka, c'est-à-dire dans son village de campagne, il voit la nature se développer comme chaque année, les moissons, les vignobles après le grand repos de l'hiver. Il voit les générations se suivre, naissance, baptême, mariage, mort. Tout est réglé par la nature. Donc pourquoi la changer? Ça, c'est le premier point. Vous voyez qu'on retrouve les arguments que nous avons abordés au commencement. Écologie signifie tout d'abord rester dans le contexte qui nous est fourni. Alors, pourquoi changer? Pourquoi se mettre au travail pour transformer quelque chose qui est déjà parfait dans son développement et dans son histoire? L'homme est en trop pour Oblomov dans la nature? L'homme est en trop? Non, il fait partie de la nature à son tour. C'est l'un des êtres que la nature abrite, si vous voulez. Et cet aspect, aujourd'hui, est un peu oublié. Nous sommes du côté de l'homme en tant que protagoniste de l'univers, alors qu'il est une petite fourmi dans les galaxies. Alors, il faut d'abord accepter que l'homme est une fourmi. À partir de cela, Oblomov a une attitude très philosophique. Il a commencé avec sa première fiancée à imaginer qu'il fallait tout transformer, moderniser, mais finalement, quand on a tout modernisé, on meurt. Et donc, pourquoi essayer de changer ce qui est réglé depuis toujours par la nature? Et à ce moment-là, sa vie redevient une vie simple. Le fond, il y a un passage magnifique qui dit il a vécu comme ses ancêtres avaient vécu, dans la simplicité de son enfance. C'est-à-dire dont dépend des gens qui vous nourrissent, des gens qui vous soignent, etc. La simplicité. D'une certaine manière, la paresse a un élément très positif qui consiste à interpréter son passage sur Terre comme un passage dans lequel il faut déranger le moins possible l'équilibre de la nature. Bien évidemment, on peut dire qu'aujourd'hui, cet équilibre est perturbé. Alors, il y aura encore une possibilité ultérieure que les Allemands appellent avec un très bon terme « Gelassenheit », c'est-à-dire l'abandon. C'est un peu notre lâcher-prise ordinairement évoqué dans la vie quotidienne. Hein. Se laisser aller, mais au bon sens du terme, arrêter les injonctions, laisser la nature parler en nous. Mais je pense quand même, et peut-être que vous allez encore une fois discuter cette hypothèse, il me semble que Oblomov est un personnage qui va bien au-delà de simplement un laisser-aller gourmand et paresseux. Il y a un moment donné où il s'arrête de vivre carrément. Et c'est assez intéressant par rapport à la gourmandise, car voici un passage, puis ensuite nous discuterons tous ensemble, tous les quatre, autant qu'il le faut sur cette question. Mais voici un passage où Oblomov, puisque ce roman a été très souvent mis en scène, ici vous entendez une adaptation de France Culture de 1982 avec Michel Duchossois dans le rôle de Oblomov. Oblomov, ce personnage, mange avec bonheur un certain temps, mais ce n'est qu'un certain temps. Eh bien, tu as l'air surpris. Je t'avais promis d'être là le 1er mai pour t'emmener à Ekaterinov. Ah, tu as oublié, naturellement. Je suis content de te voir. Alors, comment vas-tu? Oh là 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 là, n'en parle pas.
Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je suis littéralement dévoré par les orgelets. La semaine dernière, c'était l'œil gauche. La semaine précédente, l'œil droit. Ce n'est que ça. Oh, tu dors trop. La congestion vous guette, dit le docteur. Il me conseille de changer d'air, de voyager. Eh bien. Mais quoi? Voyage. Oh, toi aussi? Me prends-tu pour un Anglais? Eux, c'est normal qu'ils voyagent. Dieu les a créés pour ça. Ils n'ont pas assez de place chez eux. Et Oblomovka? Oh, la vie me bouscule. Je ne vois pas beaucoup de livres chez toi. Même pas un journal. Un journal? À quoi bon? S'il se passe quelque chose, on en entend parler toute la journée. Mais que fais-tu donc? Oh. À quoi t'occupes-tu? Tu as l'air d'un gros tas de pâtes molles. Je suis un gros tas de pâtes molles. Un aveu n'est pas une excuse. Mais je ne m'excuse pas. Je t'approuve, c'est tout. Il faudrait pourtant... Il faudrait pourtant, je sais, j'ai essayé. Je n'ai pas pu. Rien ne m'appelle, rien ne m'attire. Tout s'endort en moi peu à peu. Oh. Tout s'endort en moi, je suis un gros tas de pâtes molles, j'ai des orgelets, je vais mal, je suis malade, je reste au lit. C'est un problème quand même chez Oblomov. Il n'est pas très jouisseur, ni même tout simplement très heureux. Écoutez à présent cette lecture qui est faite par notre équipe avec Philosophie, qui évoque carrément son rapport à la nourriture. Insouciant malgré les années, Oblomov continuait à boire du vin, de la vodka de cassis, et à faire une sieste prolongée après le déjeuner. Soudain, tout cela changea. Un jour, après la sieste, il voulut se lever du divan, mais ne le put. Il voulut articuler une parole, mais la langue ne lui obéit pas. Pris de peur, il ne fit qu'agiter la main, appelant au secours. Après avoir ramené Ilya Ilitch Oblomov à la conscience et l'avoir saigné, on déclara que c'était un coup d'apoplexie et qu'il devait changer son mode de vie. La vodka, la bière, le vin et le café, à de rares exceptions, lui furent interdits, ainsi que le gras, la viande et les épices. À la place, on lui prescrivit des marches quotidiennes et un sommeil modéré, la nuit seulement. Sans la surveillance d'Agafia Matveevna, rien n'aurait été respecté. Elle ne sut introduire ce régime qu'en l'imposant à toute la maisonnée, et encore. Il lui fallut, tantôt par ruse, tantôt par tendresse, arracher Oblomov aux tensions séduisantes du vin, de la sieste, des tourtes grasses. Merci pour cette lecture, Anaïs Isbert. Carlo Ossoma, il a un temps envie de désobéir aux injonctions alimentaires qu'on lui donne, Oblomov. Il a envie de se laisser aller aux tensions séduisantes du vin, de la sieste et des tourtes grasses. Mais est-ce que ce moment de vitalité ne va pas passer peu à peu chez Oblomov? Oui, évidemment, le passage que nous avons écouté est un passage qu'on attend. Le romancier nous fait voir toute la désolation de l'excès de nourriture. Mais il y a des passages à l'intérieur même de cette lecture qui nous portent à un autre niveau. Je vais le relire parce que c'est très important, justement la fin. Elle ne sut introduire ce régime qu'en l'imposant à toute la maisonnée. Oui. Alors, on revient au thème de fond de Roland Barthes dans le Comment vivre ensemble. Et le régime ne marche que si toute la maison suit le même principe. C'est-à-dire, ce régime marche parce qu'il y a de la idiorythmie, comme Roland Barthes le dit. Tous, on a le même rythme. Tous, on a le même régime. Tous, on a le même mode d'approcher le quotidien. Et ça, c'est la leçon profonde d'Oblomov. Moi, je pense qu'effectivement, il faut revenir à un principe d'idiorythmie,
Mais c'est un peu tyrannique quand même. Chez Pardon ? Oblomov. C'est un peu tyrannique dans le monde d'Oblomov. On doit s'adapter à son régime auquel lui-même, au départ, n'adhère pas pleinement. C'est ce qui est dit. Bon, tout le monde s'adapte. Mais ce sur quoi je voudrais vraiment vous interroger, c'est sur cette paresse qui est de moins en moins jouisseuse et de moins en moins gourmande chez Oblomov. Au moment de sa mort, Gontcharov, l'auteur, le romancier russe, parle d'un passage paresseux d'un jour à l'autre qui a fini par arrêter doucement la machine de la vie. Ilya Ilitch Oblomov trépassa, apparemment sans douleur, sans souffrance, comme s'arrête une montre qu'on a oublié de remonter. Oui, c'est un passage sublime, à mon sens, qui retrouve la fin de Félicité dans Une vie simple de Flaubert. Elle termine sa vie comme une goutte d'eau qui ne tombe plus de la fontaine. Et je trouve que c'est le choix du minimum, le choix de ne pas déranger, le choix de s'en aller sans bruit de la scène du monde. Et évidemment, l'équilibre du roman tient aussi au fait que dans la première partie, Oblomov fait tout ce que son ami lui dit pour améliorer les choses, pour intervenir, pour modifier le pacte agricole en Russie. Les âmes mortes de Gogol est bien présent. Pour retrouver de l'énergie vitale, en quelque sorte. Oui, pour retrouver de l'énergie vitale. Mais après, il constate que tout ça est parfaitement inutile. Dans le fond, est parfaitement inutile parce que ça ne correspond pas à l'équilibre intérieur. La question est posée à nous-mêmes et la réponse est donnée à nous-mêmes et pas au monde. Et dans ce sens-là, Oblomov est quelqu'un qui préfère renoncer au consensus plutôt que d'entrer en contradiction avec soi-même. Parce que le consensus, il faut quand même se mêler des choses, avoir des activités, faire marcher la machine de la vie, tant qu'on est en vie, nourrir sa propre énergie. L'aquabonisme de Oblomov est profondément subversif et d'aucuns pourraient dire qu'il est profondément vicieux à cet égard, peut-être bien plus vicieux que la paresse douce que vous évoquez, Adrien Klein. Je reviens vers vous, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Carlo Ossomala, Gontcharov a touché un point terrible, profondément transgressif à l'égard non seulement de la société telle qu'elle va, mais de toutes les sociétés, du principe même de faire des efforts pour vivre. Tout à fait. Évidemment, derrière, il y a toute la tradition du monde orthodoxe et slave. Et je me permets de penser aussi la tradition de la philokalie. Dans la philokalie, le point essentiel est de rythmer la respiration avec le silence. Vous pourriez préciser ce que la philokalie? La philokalie, c'est une tradition byzantine. Donc d'abord, ça signifie l'amour du beau. Mais c'est un recueil de textes, de méditation, disons, qui a traversé toute la tradition orthodoxe et que nous connaissons mieux en Occident à partir de 1850 à peu près, quand on publie et après on traduira les récits du pèlerin russe. Donc ce pèlerin marche et respire et dans le petit intervalle de l'émission de la respiration arrive à dire attendez, Jésus prend pitié de moi. Mais il faut le dire avec la respiration, de sorte qu'aucun autre élément entre dans votre vie. Oblomov fait un peu du côté apparemment passif dans cette tradition qui permet au fond de dire que la idiorythmie de Barthes est le même obéit au même principe que la philokalie. Du reste, Barthes, dans son cours « Comment vivre ensemble », commence par les règles de Pacôme, c'est-à-dire par les règles monastiques. Évidemment, nous pourrions dire ah non, mais la société est agir ensemble, ou alors la société est un ensemble rythmé
d'individus qui ont choisi de ne pas désobéir à la nature. Nous évoquerons sur notre site, nous donnerons la référence précise de ce texte de Roland Barthes du XXe siècle que vous évoquez. Carlo Soma, merci pour ces analyses sur Oblomov. Nous parlons de paresse et de gourmandise ce matin dans le premier épisode d'une série consacrée à nos vices. C'est un partenariat avec Philosophie Magazine qui consacre lui-même un hors-série à cette notion de vice. La paresse paraît bien plus vicieuse, transgressive en tout cas, par rapport à toutes les sortes de normes, non seulement sociales mais vitales, la paresse d'Oblomov, bien plus que, si j'ose dire, Adrien Klein, celle que vous défendez, qui est pleine de douceur de vivre. Alors, ouais, moi je dirais qu'il y a un lien. Chez Oblomov, on entend quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'auto-effacement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui décide finalement de se retirer de ce monde auquel il n'arrive plus à vraiment adhérer. Je pensais à cette nouvelle, une des dernières nouvelles de Kafka qui s'appelle, selon la façon dont on a traduit, Un artiste de la fin ou Le champion de jeûne. C'est un petit peu la même histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est donc quelqu'un qui fait des jeûnes dans un cirque, en fait, et qui, justement, sur la question de la gourmandise, qui en fait des jeûnes qui durent de plus en plus longtemps. Il ne se nourrit pas, les gens viennent le voir. Et en réalité, dans la nouvelle, c'est extrêmement puissant, quoi. En fait, les gens l'oublient. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans une cage, il ne se nourrit plus, il dépérit, et en fait, les gens ne viennent même plus le voir. Et un jour, en fait, on le retrouve mort dans la cage, et en fait, on l'avait oublié. Et il y a un petit peu dans les deux cas, c'est aussi des écrivains de la dépression. Et chez Kafka, évidemment, c'est quelque chose de très important. Kafka lui-même, d'ailleurs, était dans l'auto-effacement, puisqu'il ne voulait pas être connu. Mais mon personnage, Émilien Long, justement, évoque en fait ces figures, on va dire, individuelles, ces choix individuels, en fait, de gens qui disent, en fait, je n'y arrive pas, donc je me retire de la société. Il y a d'autres personnes qui seraient peut-être moins dans l'effacement que Oblomov, mais c'est par exemple Rimbaud qui est contre le travail. Rimbaud qui dit travailler maintenant, jamais, quand il est dans sa lettre aux voyants. Plus tard, je pense à Breton et Aragon qui font donc leur numéro qui s'appelle Guerre au travail, où ils disent qu'il ne faut pas travailler. Dans Nadja, Breton a des phrases très violentes contre les gens qui travaillent. Plus tard, il y aura Guy Debord qui ne travaillait jamais. C'est-à-dire qu'il y a cette injonction à ne pas travailler, mais qui est très souvent centrée sur la position individuelle, comme chez Oblomov. Et ce que fait Lafargue, à mon sens, et ce que fait mon personnage, c'est justement de dire, mais en fait, de ces projets individuels du non-travail, c'est-à-dire qu'en fait, les gens se débrouillent pour refuser la marge de la société, faisons de cela un projet collectif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas individuellement qu'on va se retirer, c'est collectivement oui, mais qu'on c'est va pas se changer les retirer choses. que vous voulez, vous souhaitez au contraire une convivialité douce, une vraie présence au monde, diraient certains philosophes. Je trouve qu'il n'y a rien à voir entre cette valorisation très belle, d'ailleurs, arrêtons de travailler et soyons plus ensemble. Oui, mais est-ce que c'est pas... Moi, ça n'a rien à voir avec le bien sûr. côté morbide et dépressif. Il est dépressif Peut-être parce qu'il n'y arrive particulièrement pas, parce qu'il n'arrive pas. transgressif. Peut-être Non, que vous si, en croyez fait, il trouvait la bonne société et la bonne écoute de son envie de ne pas y adhérer, peut-être que quelque chose changerait. Moi, le sentiment que j'ai, et justement, si on revient à une forme de mal-être contemporain dans lequel on peut être dans nos sociétés modernes, c'est aussi parce que finalement, on n'est plus complètement d'accord avec ce que la société nous propose comme modèle. On n'y croit plus complètement. D'ailleurs, l'objection que vous pourriez faire à la remarque que j'ai suggérée, c'est que le vrai vice transgressif du point de vue de la société, bien sûr, hein, c'est d'être paresseux dans la jouissance. C'est pas d'être paresseux dans le malheur, parce que quand même, à la fin, Oblomov, il y a quelque chose de vraiment très morbide. C'est peut-être bien plus transgressif de jouir hein, tous ensemble dans des moments où nous ne travaillons pas, d'étendre la vie, comme le voulait Rimbaud, que d'être un Oblomov en train de s'auto-effacer. Exactement, parce que je pense que justement c'est plus facile individuellement de se retirer que de collectivement trouver une solution dans une forme utopique justement qu'on a un tout petit peu tendance à abandonner. On ne croit plus vraiment aux utopies dans nos sociétés. Or, cette utopie justement d'une société apaisée où on arrête tout. Moi je cite souvent l'an 01, la bande dessinée de GB, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Il y a de la joie en effet dans l'idée de se retirer de cette vie-là, parce qu'on est ensemble. Et c'est vrai qu'au Oblomov, il y a aussi quelque chose de profondément individualiste. Et encore une fois, je pense que ça a à voir avec la dépression. C'est aussi une histoire de la dépression, Oblomov. Donc essayons justement, nous, de ne pas sombrer individuellement dans cette dépression, mais collectivement d'inventer un nouveau modèle. Et en effet, la paresse devient un outil, en fait, et pas du tout un vice, mais plutôt un outil positif pour trouver une nouvelle façon de, ensemble, faire corps pour justement ne pas subir, en fait, cette dureté du monde, quoi. Quant à la gourmandise, Valentin Husson, on peut se dire que l'attitude rabelaisienne dont nous avons parlé au début de l'émission, pleine de jouissance,
du multiple et du beaucoup, pleine de vitalité, est fondamentalement transgressive et sans doute tenue de tout temps comme assez vicieuse, bien plus que des attitudes de sobriété auto-effacée. Mais je voudrais tout de même faire remarquer que le péché originel commence avec un fruit. Et que la tentation à laquelle Ève, dit-on, cède, commence avec l'aliment. Autrement dit, le vice commence avec la gourmandise. Et en effet, vous disiez qu'il y a un rapport transgressif à la gourmandise. La gourmandise, oui, c'est, si vous voulez, à partir du moment où vous interdisez quelque chose, vous faites naître en même temps la transgression. L'interdit est totalement concomitant de la transgression. On pourrait le dire autrement, inculpabiliser les plaisirs, comme le fait parfois la religion, vous faites naître aussi les plaisirs coupables. Et donc les plaisirs coupables sont irrésistibles. Nous avons tous des péchés mignons, on le dit bien. Hein. Rabelais n'était pas tout à fait hostile à la croyance. Il y a même un livre célèbre de Lucien Febvre pour rappeler qu'il s'inscrit parfaitement dans les croyances de son temps. Il ne faudrait pas le prendre pour un libertin plus tardif qui attaque l'idée même d'un Dieu normatif et apôtre pour nous de la sobriété. C'est pas du tout ça, Rabelais. Hein. Mais chez Rabelais, il y a l'idée que il n'y a pas de mal, ni pour Dieu, ni pour la société, ni pour personne, à être un jouisseur. Vous diriez cela ? Vous savez, que ce soit la philosophie ou la religion, elle est toujours scindée en elle-même entre des courants qui peuvent paraître contradictoires. Si vous voulez, les monothéismes condamnent les plaisirs de la chair et on parle du péché de chair, et en même temps, par exemple, le christianisme, mais vous avez dans la tradition musulmane et juive la même chose, il y a une place totalement fondamentale pour le repas. Il y a une place totalement fondamentale pour la gourmandise. Quand vous êtes accueilli dans des familles... Moi, quand j'étais plus jeune, gamin, je vivais, mes voisins et amis étaient musulmans, et quand j'allais là-bas, la plus belle chose qu'on pouvait entendre, c'était « mange mon fils » ou « mange ma fille ». C'est-à-dire que cette tradition de l'accueil, cette tradition de la convivialité qui est au cœur, et en ce sens-là, Rabelais, si les croyants son rapport à la gourmandise n'est pas forcément contradictoire avec sa croyance chrétienne. Le Christ, avant d'être crucifié, se retrouve avec ses apôtres. Et il boit du vin et il mange du pain. On communie à la messe tous les dimanches à partir de est un peu loin des ripailles de... On est un peu loin des ripailles rabelaisiennes, mais je veux dire par là que il y a tout de même quelque chose inscrit, même dans nos traditions qui nous semblent les plus ascétiques, du côté d'un rapport à la convivialité et à la bonne chère. Alors c'est peut-être pas rabelaisien, pantagruélique et gargantuesque, mais... voilà, il y a un rapport à la bonne chère, oui. Alors, l'un des enjeux de la gourmandise, dans ce cas-là de plus transgressif, et on pourrait peut-être en dire autant de la paresse, lorsqu'elle est vraiment transgressive, pleine de vie, montrant une autre vie, une autre manière d'être. C'est vous qui nous avez indiqué le chemin pour trouver tout cela. Valentin Husson, vous avez évoqué auprès de l'équipe d'Avec Philosophie un texte de Guy de Maupassant, intitulé « Amoureuse et primeur », texte publié dans Le Gaulois le 30 mars 1881. Écoutez ce que dit Maupassant des êtres d'exception, les seuls qui savent être vraiment gourmands. De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise. De toutes les passions, la plus compliquée, la plus difficile à pratiquer supérieurement, la plus inaccessible au commun, la plus sensuelle, au vrai sens du terme, la plus digne des artistes en raffinement, est assurément la gourmandise. Les véritables gourmands sont rares, comme les hommes de génie. Il n'en existe à Paris qu'une dizaine. Pour bien apprécier la saveur des choses, il faut dîner avec des compagnons tranquilles, réfléchis, ne parlant guère que des plats servis, ce qui centuple la sensation, et connaisseurs experts, subtils. Tous les hommes de lettres sont gourmands. La gourmandise a encore l'inestimable avantage de développer entre compagnons de table les sentiments d'indéracinable affection, infiniment plus indissolubles
que les sentiments qui naissent entre compagnons de lune de miel. Et à cet égard, Valentin Husson, plutôt les amitiés gourmandes que les amours qui vivent d'amour et d'eau fraîche, comme il dit dans les lunes de miel. Oui, c'est ce que suggère oui, Maupassant à la fin. Absolument, le texte est absolument sublime. Il parle en effet de lune de miel entre compagnons de ripaille. Il faut imaginer le rapport totalement charnel et quasiment amoureux des amis. J'ai l'impression qu'il dit le contraire, qu'il dit c'est infiniment plus indissoluble d'être un bon compagnon de ripaille que d'être un compagnon de lune de miel. Ces sentiments-là sont plus sobres, en tout cas moins durables. Bah, voyez, non, non, mais alors c'est mon inconscient qui a préféré lire les choses ainsi, et c'est moi qui vis des lunes de miel quand je fais ripaille avec mes amis. Donc vous avez et des compagnons de table et des compagnons de lune de miel en même temps. Voilà. Absolument. Je ne dissocie pas et l'amour et l'amitié concernant la nourriture et les bonnes choses. Mais ce que souligne Maupassant là, c'est absolument merveilleux, c'est que en parlant comme un philosophe, vous voyez, on dit souvent que notre rapport au monde est d'abord un être avec, mais cet être avec est un vivre avec, nous dit Maupassant. C'est-à-dire que vivre avec, ça veut dire convivial. C'est littéralement l'étymologie de convivial. Notre rapport d'emblée à l'existence est peut-être celui de la convivialité, ce qui signifierait par conséquent que notre rapport d'emblée à l'existence est un rapport sensuel et que cette sensualité-là est peut-être gourmande. Carlo Soma, rien à voir avec Oblomov. Là, on est parti très très loin. Pourtant, Maupassant, ce n'est pas tellement loin de Gontcharov. Enfin, en termes d'époque, c'est un romancier de la deuxième moitié du 19e siècle. Mais chez Oblomov est unique, me semble-t-il, ce héros de Gontcharov, parce qu'il n'est précisément pas dans la convivialité, les compagnons. C'est un isolement morbide, terrible. C'est une mise en cause très grave de notre appétit de vivre et de notre appétit tout court, diriez-vous? D'une certaine manière, oui. Nous l'avons vu dans le passage de Maupassant, qui a une certaine gradatio, c'est-à-dire avance de plus en plus vers l'essentiel, et finalement, le gourmand est quelqu'un qui développe la conversation. Et la gourmandise sert à la conversation, alors que Oblomov a renoncé à la conversation, sauf avec sa servante qui devient d'une fidélité absolue et silencieuse. Alors là, il faut évidemment peser la valeur ou non du silence et de la solitude. C'est un élément, évidemment, nous vivons dans une société de la conversation et pas dans une société de silence. Mais ça existe également. Donc, et ça fait peur, sans doute, cette société. Il faut savoir qu'on peut bifurquer, voilà. Deuxièmement, il y a un problème, je dirais, plus substantiel encore, à savoir le fait que la paresse, finalement, dans son fond, est le fait de ne pas vouloir choisir entre le possible, entre les différentes options du possible. Oui. Et donc de rester, Gontcharov le dit... En suspens. Oui, rester dans un monde platonicien, en sachant que tout ce que nous faisons ici n'est que défectueux, parce que seulement quand nous serons dans le monde des idées, il y aura la perfection de quelque chose qui n'est pas troublé par l'événement. Donc, Gontcharov le dit, il faut prendre au sérieux ça. Oui. Oblomov est un platonicien parfait. Il renonce à quelque chose qui serait dans le choix défectueux. Bien évidemment, la tradition chrétienne a pris ça dans, je dirais, du mauvais côté, c'est-à-dire en disant, mais si on ne fait pas de choix, on n'exerce pas la liberté, ce qui est vrai. Et donc, juste pour finir, Adrien Klein, je vous laisse le dernier mot, votre
paresse défendue avec beaucoup d'ardeur et des choses très jolies dans votre manière d'en parler, c'est tout à fait autre chose que Oblomov. C'est une paresse Oui, en fait, c'est le miroir. conviviale, terriblement conviviale. Voilà, et positive en réalité. Et d'ailleurs, moi-même, je me suis posé la question d'utiliser le mot paresse comme dans mon titre, parce qu'en fait, je sais que le mot est plutôt un repoussoir. Donc, j'ai hésité jusqu'au dernier moment, et en même temps, j'aimais beaucoup cette formule Paresse pour tous, qui me semblait quand même très efficace comme un slogan, justement, qui est quand même assez radical, parce que là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on est quand même une société dans laquelle le travail continue à être, comme le disait Lafargue, sacro-sanctifié, c'est-à-dire qu'il y a quand même une très forte valorisation malgré tout. Alors évidemment, la crise du Covid est passée par là et je pense que ça a quand même fait bouger un tout petit peu des lignes. D'ailleurs, mon livre est sorti juste après, c'est pas complètement anodin. Mais c'est vrai qu'il y a dans cette proposition que fait le roman, c'est de croire à une nouvelle, en fait, à une nouvelle société. C'est-à-dire ça vous a plu le Covid, hein? Ça m'a permis déjà d'écrire le livre, ça a débloqué quelque chose. Ça célébrait la pantoufle et le canapé. Mais surtout, je pense que beaucoup de gens ont quand même se sont interrogés sur leur rapport au travail. Et ce livre, d'ailleurs, Paresse pour tous, est devenu une espèce de livre maintenant un peu de référence pour des gens qui veulent remettre en question leur propre dans leur rapport au travail. Et j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit mais moi j'ai décidé de démissionner après avoir lu Paresse pour tous parce que tout d'un coup j'ai pris conscience qu'en fait j'étais pas heureux dans mon travail et que je ne devais plus le subir. Donc voilà, c'est sûr que la différence que je fais avec Oblomov, c'est que moi j'ai plutôt envie que la société elle bouge, quoi. J'ai pas envie que chacun dans son coin se déprime en disant j'y arrive pas, je me débranche, quoi. Donc c'est vrai que j'en ai fait une apologie justement du vivre ensemble avec moins de travail, tout simplement. Dans un instant, grâce à la lueur que j'ai dans l'œil, elle est tombée comme une feuille dans mes grands badauds en houtant. On s'est aimé comme des dieux, Aznavour en serait resté bleu. Le phono jouait dans un coin des airs de jazz qui swingaient bien. Mais à la fin j'avais si faim que j'ai appelé le bar du coin. Allô du pont, montez-moi donc de quoi manger, sinon je vais crever. Qu'est-ce qu'il faut vous apporter? Apportez-moi sans hésiter rock'n'roll avec du pain beurré, rock'n'roll et du beefsteak haché, rock'n'roll avec un œuf à cheval, rock'n'roll. Je me sens cannibale. Des escalopes de kangourou, du sauciflard de sapajou, du foie de lion au salsifis, de la tête de la aux fruits confits et dans un plat rien que pour moi, bien préparé, pas trop assaisonné. Rock'n'roll, ça m'a réconforté. Rock'n'roll, je suis plein à craquer. Rock'n'roll, ma force a décuplé. Rock'n'roll, on est retourné se coucher. Sharp, sharp, ouh, bap, dabadip, dubi, dabadaba, loliba. Ouh, yada, ouh, yada, ouh, yada, ouh, yada, dubi, dubi, daba, jaba, alabda, diba, bida, yada, otilia, duba, hoi, baba. Avec un œuf à cheval, je me sens cannibale. Des escalopes de kangourou. Rock'n'roll Mops, et oui, c'était Henri Salvador pour clore cette émission sur Paresse et gourmandise. Henri Salvador en 1957. Merci beaucoup Carlo Ossola, Valentin Husson et Adrien Klent. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose à présent d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'intéresse aux notions de regret et de remords. Voici le pourquoi du comment.